Bonsoir. Ce soir, nous allons parler du licenciement économique. On va voir comment on peut déjà l'appliquer, enfin, pourquoi on peut l'appliquer, qu'est-ce qui nous donne le droit de le faire, dans les actions qu'il faut mettre en place. Et ensuite, on verra qui peut être licencié et dans quelle mesure. On terminera par la procédure. Première des choses, quand peut-on commencer à envisager un licenciement économique? C'est quand l'entreprise subit des pertes sur les 6 derniers mois, ou si elle arrive à prouver qu'elle va avoir des pertes sur les 6 prochains mois. Je résume le texte, bien évidemment, dans les décrets, c'est un peu plus compliqué que ça au niveau des explications, mais dans les faits, c'est ça. Avant, l'entreprise devait attendre 3 ans, se casser la figure pendant 3 ans avant de pouvoir faire un licenciement économique. Maintenant, M. Macron, quand il est arrivé au pouvoir en 2016, il a assoupli les normes qui permettent aux entreprises de faire un licenciement économique. Bon. Donc, l'entreprise a un résultat qui dépérit, et donc le chef d'entreprise va décider de faire un licenciement économique. Bon. Ça va lui permettre de faire des économies substantielles sur la main-d'œuvre. Comment va-t-il procéder? Dans un premier temps, il va réunir les délégués du personnel, le CLSH ou autre, tout dépend la quantité de salariés qu'il y a dans l'entreprise et le niveau de représentation. Il réunit tout le monde, il expose les faits en termes de chiffres et de résultats de l'entreprise. Et il expose qu'il va falloir faire partir tant de personnes ou alors faire supprimer un service ou modifier, restructurer l'entreprise, peu importe. Avec normalement les délégués du personnel, ils doivent envisager les différents types de licenciements possibles. Ensuite, l'employeur doit prévenir la directe. Il doit envoyer donc le projet de restructuration de licenciement avec éventuellement les annotations du délégué du personnel et surtout formaliser le fait que la réunion avec les délégués du personnel a eu lieu. Là, en aparté, ce que je vais dire, c'est que ce n'est pas forcément écrit dans les textes, mais c'est du bon sens. Ce qui est du bon sens, c'est d'abord en amont de voir qui a envie de quitter l'entreprise. Déjà de prime abord. Un salarié qu'on aide à partir dans de bonnes conditions aura moins de risques de faire un salarié qui souhaite partir, à qui on va proposer des conditions de départ qui sont avantageuses, donnera moins de risques de conflit prud'homal qu'un salarié qui a envie de rester et qu'on met à la porte. Voilà. Pour les mêmes conditions de licenciement, c'est la nuance, elle est juste par rapport au salarié. Celui qui veut partir, eh bien, il est content. Voilà. Donc, on fait une petite enquête informelle pour savoir quels sont les salariés qui souhaiteraient bénéficier de la charrette. Ensuite, on va négocier les conditions de licenciement avec les délégués du personnel. Après, il y aura une renégociation avec les salariés à titre individuel. Enfin, on peut faire une renégociation qui ne peut pas être inférieure à celle qui est déjà établie. On fait ça, on va établir ce qu'on appelle un tableau de choix. On va décider de quel type de postes sont à sauvegarder par-dessus tout, ceux qui peuvent être démunis. En règle générale, ce tableau de choix, il a une dizaine de critères. Ces 10 critères, il y en a 5 qui sont obligatoires. L'âge du salarié, sa capacité d'évolution, est-ce qu'il est protégé? Capacité à retrouver un emploi. Alors, dans les salariés protégés, on pense aux mineurs, mais on pense surtout aux personnes victimes de handicap.
Le 5e, c'est la situation familiale. Ensuite, on peut mettre un petit peu ce qu'on veut sur le niveau du salaire. Si on veut vraiment dégraisser, on va regarder le salaire. On va regarder si c'est un poste clé. On va regarder le savoir-être du salarié, la qualité du travail. Allez, m'en faut un 10e. Là, j'en ai vu. On peut mettre l'ancienneté, par exemple. Il y a une nuance entre l'ancienneté et l'âge. Ces critères vont être notés de 1 à 10. Et à chaque critère, on va donner un coefficient, comme aux examens. Par exemple, si on considère que le savoir-être du salarié, c'est pas important, on va mettre 1. L'ancienneté, on va considérer que c'est très important. On va mettre 10. Voilà. Alors, ça va dépendre de qu'est-ce qu'on veut. Est-ce qu'on veut que celui qui a le moins de points parte, ou est-ce qu'on veut que ce soit celui qui a le plus de points qui parte? Donc là, bien évidemment, quand on va mettre nos coefficients, on va mettre les coefficients en fonction. Je ne vais pas mettre un coefficient 10 à l'ancienneté si je veux que ce soit ceux qui ont le plus de points qui partent. Alors, autant la loi nous impose ces critères-là, mais ce qu'elle ne nous impose pas, c'est les coefficients. Un critère qui était censé protéger le salarié peut rapidement devenir un critère qui va le pousser dehors. Ce que l'État cherche à protéger, ce n'est pas forcément ce que l'entreprise va vouloir chercher à protéger. On va dire par exemple que de 1 à 10, c'est croissant, c'est dans l'ordre d'intérêt que le salarié reste dans l'entreprise. Le poste clé, on va mettre 8 par exemple, sachant que les personnes peuvent très bien bouger d'un poste à l'autre. Le niveau de salaire, ça va être 1, parce que plus le salaire est important, plus on a envie de le mettre dehors. La situation de famille, 50. Ça n'a pas d'incidence sur le choix du licenciement, sur l'avenir de l'entreprise, que le salarié ait des enfants ou pas, il n'y aura pas d'incidence. On peut même considérer que si le salarié a de la famille, eh bien, il sera plus souvent présent parce qu'il a justement des bouches à nourrir. Donc, il fera moins le tir au flanc. Donc, on peut dire, finalement, la famille, on va mettre comme le poste clé, on va mettre 8. La capacité à retrouver un emploi, ça aide le salarié à retrouver un emploi, on va mettre 2. Parce qu'il a une capacité à retrouver des emplois, ça veut dire qu'il est bon. Donc peut-être qu'on aura envie de le garder. Le salarié protégé ou celui qui est victime de handicap ou les deux, eh bien, ça peut se discuter. Ça dépend aussi quel est le salarié concerné. Si le salarié concerné, c'est quelqu'un qui a été embauché quand il était jeune et puis il commence à avoir le cerveau qui se ramollit, ou alors il a eu un accident, on est obligé de le maintenir en poste, mais par contre, au niveau de la capacité, il n'y est pas. Là, on va plutôt chercher à le mettre, à s'en défaire. Par contre, si le salarié, c'est quelqu'un qui est soit aveugle ou sur un fauteuil roulant, qui a son propre poste et qui se débrouille très bien, eh bien, il n'occasionne pas de surcharge financière à l'entreprise. Et pour autant, si on a plus de 20 salariés, eh bien, il nous dispense de payer la taxe supplémentaire. Donc, c'est bien de le garder. C'est qu'une question de point de vue. Il n'y a vraiment pas de règle établie sur la question. Alors, là, on va dire qu'on n'a pas forcément de... On nous impose ce critère, on le met, mais il n'est pas prépondérant dans la prise de décision. Voilà. Donc, on va lui mettre un coefficient normalisé. La capacité à évoluer dans l'entreprise, ça va nous aider à le garder. Donc, on va mettre 9, par exemple, pour ne pas rester toujours sur 10. L'âge, eh bien, plus le salarié est âgé, eh bien, plus il a des soucis de santé. Oui. Alors, puis en plus, il est démotivé, il attend la retraite. Puis en plus, l'avantage, c'est que selon l'âge, selon les trimestres qu'il a, on pourra le mettre en pré-retraite. Donc, on pourra le faire partir. Donc, on va faire 1. On va mettre 1 pour l'âge. Et puis, la qualité du travail, c'est pas capital, mais c'est un peu important. On va y mettre 7. Voilà. On a mis nos coefficients. Eh bien, maintenant, on va mettre le nom de nos salariés.
Madame Truc, c'est la standardiste. C'est celle par qui tout passe. C'est une pièce maîtresse dans l'entreprise. Des standardistes, des secrétaires standardistes de cette qualité-là, on n'en trouve plus. Alors, on va déjà lui mettre... Alors là, pour les notes, on va mettre de 1 à 5. On va y mettre 5 pour le poste clé. On va y mettre 5 pour le savoir-être. Et on va lui mettre, pour la qualité de travail, 5 aussi. Ça fait longtemps qu'elle est là, elle connaît bien l'entreprise, on y met 5. Situation de famille, elle a les enfants, souvent il y a les enfants malades, elle ne vient pas travailler, alors ma foi, allez, situation de famille, on va y mettre 2. Et puis, capacité d'employabilité, bien évidemment, si on la libère, elle va trouver du travail de suite, c'est même pas dit qu'elle fasse le préavis. Elle n'est pas protégée, ni handicapée, ni quoi que ce soit, donc on lui met 0 sur la case. La capacité à évoluer dans le poste, eh bien oui, hein, c'est quelqu'un qui bouge beaucoup. Au niveau de son âge, effectivement, elle commence à être âgée, donc on va y mettre 1. Et puis, au niveau salarial, elle est dans la moyenne, donc on y met 3. Bon, je ne vais pas tous les faire, hein, voilà. Donc du coup, qu'est-ce qu'on va faire au niveau de la base de calcul? J'en fais qu'une. Comme ça, j'ai la place pour mettre mes petits calculs. Après, au niveau des calculs, eh bien, on va faire 1 fois 1 égale 1. Hein. 4 fois 9, 36. Là, on a 0. Ensuite, capacité d'emploi, ça nous fait 2. Là, ça nous fait 16. Là, ça nous fait 3. 5 fois 8, 40. 5. 5 fois 7, 35. Et l'ancienneté, 50. Donc, cette dame, elle ne fait 188. Donc, vous avez compris le système. Je n'ai pas envie de passer beaucoup de temps sur ce tableau. Vous avez compris le principe. Eh bien, dans le principe, Madame Truc voulait partir. Ben oui. Alors, Madame Truc veut partir. Mais en fait, elle a un poste clé. Seulement, il y a la jeune Bidule qui est arrivée derrière. Et Bidule, elle dit, moi, je veux rester. Je m'engage à me former auprès de Madame Truc pour pouvoir la remplacer. Ah, c'est ça aussi. Le poste clé, il y a aussi le poste supprimé. Le poste supprimé, je vais le mettre à la place du salaire. On va mettre poste supprimé. Ça aussi, c'est important, hein, de savoir si le poste est supprimé. Donc là, le poste n'est pas supprimé, c'est parfait. Bon. Donc, Mademoiselle Bidule, elle, eh bien, son poste est supprimé. Donc, le poste est supprimé. Elle est jeune. Elle n'a pas du tout de famille, pas du tout d'enfants. Seulement dans l'avenir, elle peut vouloir des enfants. Elle peut avoir envie. Donc, ça va générer des arrêts maladie, des arrêts maternité. Ça, ben oui, ça rentre en ligne de compte quand même. Donc là, on va dire les arrêts. La capacité à retrouver un emploi, eh bien, ce qu'il y a, c'est que Mademoiselle Bidule, eh bien, elle n'est pas diplômée. Elle n'est pas diplômée du tout, elle est vive d'esprit, mais pas diplômée, ça fait que pour retrouver un emploi, ça va être difficile. Donc, bon, on peut, non pas 10, on peut dire, ben, on va chercher à la garder. Elle aura du mal à retrouver un emploi. Hop, et en plus, elle a une reconnaissance de handicap, une genre de maladie qui est douloureuse. Vous savez, ces maladies qui provoquent des douleurs, mais qui ne gênent pas particulièrement à être au travail. Elle a juste un petit peu, je dirais, oui, elle a juste des doigts un peu raides. Voilà. Donc elle tape moins vite sur le clavier, mais avec un logiciel de dictée, ça va très bien. Donc, on va lui dire, ben, par contre, ça nous fait notre quotité handicap. Donc, on va la garder.
Donc on met maximum 5, on la garde. La capacité à évoluer, elle l'a proposée. Donc on va décider de la conserver. Elle est jeune. C'est tout bon pour elle. Voilà, elle est jeune. Par contre, elle n'est pas à un poste clé puisque son poste est supprimé. Au niveau savoir-être, parfois elle envoie les gens promener, c'est pas forcément bienvenu. Elle a promis qu'elle essayerait de changer, mais les gens ne changent plus à partir d'un certain âge. Qualité de travail, elle est parfois un peu brouillon, hein, voilà. Et au niveau de l'ancienneté, ça fait pas très longtemps qu'elle est là. Bon. Alors, si on additionne, est-ce qu'on va pouvoir faire en sorte que ce soit Madame Truc qui parte et Mademoiselle Bidule qui reste? Alors on additionne. On fait nos calculs. 177. Ah, elle n'est pas très loin derrière. Alors, elles sont d'accord. Il faut qu'on se retrouve à garder Mademoiselle Bidule et faire à partir Madame Chose. Et ben, ça va être bien simple, hein. On va y mettre, par exemple, on va mettre, alors, si on change ici les coefficients, eh bien, ça va changer l'ensemble du tableau. Donc, on va être prudent sur l'histoire. Par contre, on peut jouer sur la capacité d'évoluer. Finalement, en capacité d'évoluer, peut-être qu'elle n'a pas tant la capacité à évoluer, on peut y mettre juste 3. Voilà. Si on y met 3, eh bien 3 fois 9, 27. On enlève 9 là. Si on enlève 9, on arrive à 79. Ah, ça ne suffit pas. Situation de famille, on peut mettre 1. Et là, on gagne 8. Et là, on est bon. On a 8, on arrive à 71. 171. Et c'est Mademoiselle Bidule qui gagne. Donc, vous avez vu ce tableau de choix, en fait. Au départ, il se veut être objectif. Au final, il peut ne pas l'être. Il faut avoir la malignité de choisir ici des critères qui vont pouvoir aller dans d'autres sens, les appuyer par les coefficients et après bien choisir les notes. Donc, une fois qu'on a fait ce tableau-là, on le fait valider par les délégués du personnel pour procéder au licenciement économique. Le document qu'on envoie là direct contient tout ça. Il contient les chiffres de l'entreprise, il contient les entrevues et les négociations effectuées avec les délégués du personnel, le tableau de choix et surtout comment va se dérouler le licenciement. Ce n'est pas forcément tout le monde qui sera en même temps. Il peut y avoir des licenciements graduels. Le poste dont on n'a plus besoin, le salarié, il veut partir, on fait partir le salarié, on ferme le poste, donc le salarié peut partir de suite. Par contre, là, pour Madame Truc et Mademoiselle Bidule, ben, Madame Truc, elle ne va pas pouvoir partir de suite. Parce qu'il faut d'abord former Mademoiselle Bidule. Donc, il va y avoir des échelonnements dans les départs. Et on va aussi bien formaliser les conditions de départ. Donc, le calendrier, le nombre de personnes qui vont partir, le tableau de critères de choix et ce qui est proposé. Vraiment. Alors, si vous voulez, sur Internet, il y a des trames pour vous, si des entreprises ont besoin de faire ça, eh bien, il existe des trames sur Internet qui vous donnent les étapes. Donc, la première étape, premier chapitre, situation de l'entreprise. Deuxième chapitre, les négociations avec les délégués du personnel. Troisième chapitre, le tableau de choix. Quatrième chapitre, le calendrier. Voilà. Avec, bien évidemment, les motivations des différentes dates. Là, on va convoquer les personnes qui doivent partir à l'entretien préalable au licenciement. Et là, c'est les mêmes délais que pour un licenciement classique. À l'occasion de ce licenciement, on lui expose les chiffres, on lui expose les possibilités, les négociations qui ont eu lieu, les possibilités de formation, le bouquet, voilà, tout ce qui va avec. Et surtout, on lui propose le contrat de sécurisation professionnelle. Le contrat de sécurisation professionnelle, c'est un contrat selon lequel le salarié va
s'engager à suivre un dispositif Pôle emploi qui lui permet un retour plus rapide à l'emploi. Pendant ce dispositif, il va avoir une meilleure rémunération. Il sera alors prioritaire sur toutes les formations et je le constate, ceux qui obtiennent le plus facilement la prise en charge des formations certifiantes qui sont dans notre centre de formation, de toute façon elles sont toutes certifiantes maintenant, donc ceux qui accèdent le plus facilement aux formations, ce sont les CSP. Alors, bien évidemment, il y a la conseillère qui encadre, qui vérifie la motivation du salarié et surtout sa capacité à suivre la formation jusqu'au bout et de retrouver un emploi à la suite de sa formation. Si au moment de l'entrevue, le salarié accepte, alors au salarié, on va lui remettre son CSP et on va lui expliquer comment ça marche, quels sont les tenants et les aboutissants de ce CSP. Le salarié a le temps de réfléchir. Il a 1 mois pour se positionner. S'il accepte le CSP, il est licencié le lendemain de la signature du CSP ou le jour même. Il n'a pas de préavis à faire. Il passe de suite Pôle emploi à 80%, donc il a très peu de pertes de salaire. Et voilà. Par contre, ça n'empêche que le préavis, l'employeur va devoir le payer au Pôle emploi. Hein. C'est pas gratuit. Hein. C'est un coût pour l'entreprise. Si le salarié refuse le CSP parce que ça ne l'intéresse pas, eh bien à ce moment-là, on part sur un licenciement économique, mais dans le terme classique, il va faire son préavis et il sera licencié à l'issue du préavis. Voilà. Sauf accord spécifique. Et dans certains cas, on peut avoir des mises à la retraite anticipées selon l'âge des salariés. Ça bouge souvent, actuellement les retraites ça bouge, donc je ne m'étendrai pas plus sur le sujet. Voilà pour le licenciement économique. L'impact pour l'entreprise, une fois qu'elle a fait un licenciement économique et que l'activité redémarre, si elle doit embaucher, elle doit d'abord proposer des places aux salariés qui sont sortis. Elle ne peut pas faire de CDD dans les 6 mois qui suivent le licenciement. C'est un peu bloquant, mais c'est normal, hein, sinon ce serait un peu trop facile. Hein. On embauche, on débauche et on rembauche et on débauche. Voilà, donc il y a quand même des contraintes. J'en ai terminé avec ce sujet. Je vous souhaite une excellente fin de soirée et je vous dis à très bientôt. Au revoir.